On l'avait traité de clochard à cause de ses vêtements usés, une erreur fatale. Ils étaient loin de se douter que ce vieil homme était à quelques minutes de devenir le propriétaire de la concession automobile et de décider de l'avenir de toutes les personnes présentes. « Monsieur, ce n'est pas votre place. » La voix de Thierry, le vendeur, était aussi tranchante que du verre brisé. Le somptueux showroom de la concession se figea. Antoine, un homme de 72 ans dont les vêtements simples contrastaient avec l'éclat des voitures importées, ne bougea pas. Il se contentait de fixer une berline sport noire, un modèle rare. « Vous n'avez pas entendu ? Votre présence déprécie l'ambiance. » Un couple qui discutait avec un autre vendeur jeta un regard furtif. La femme murmura quelque chose à son mari. Le silence pesait lourdement. Thierry s'approcha d'Antoine, ses chaussures italiennes résonnant sur le sol poli. Il s'arrêta à côté du vieil homme, le parfum cher envahissant l'espace. « Écoutez, dit-il avec un ton de fausse patience, nous ne faisons pas l'aumône ici. Pourquoi ne tentez-vous pas votre chance ailleurs, un endroit plus approprié pour des gens comme vous ?» L'humiliation était claire, publique. Deux mécaniciens passant avec un chariot d'outils s'arrêtèrent pour observer la scène. Thierry, percevant l'attention, se sentit encore plus puissant. Il se pencha et siffla pour qu'Antoine seul l'entende. « Vous n'avez même pas de quoi payer un pneu de vélo et vous venez baver sur nos voitures. Sortez, pauvre type !» Le mot flotta dans l'air, venimeux. Antoine tourna finalement son visage, ses yeux sereins rencontrant le mépris dans ceux de Thierry. Thierry, impatient, toucha l'épaule d'Antoine pour le pousser. Le geste était agressif. « Je vais devoir appeler la sécurité pour vous faire dégager, vieil homme. » Le visage d'Antoine resta un masque de tranquillité, mais ses yeux prirent un éclat intense. Comment ce jeune arrogant pouvait-il imaginer qui il était en train de chasser? Cette histoire va vous bouleverser. Pour ne pas manquer le dénouement et accéder à plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Vous ne voudrez pas être en reste. Le contact rude de Thierry sur son épaule fut le déclencheur. L'odeur de cuir neuf et de métal poli de la concession se dissipa, remplacée par celle de la graisse et de la terre d'un petit atelier, des décennies auparavant. La voix arrogante du vendeur s'évanouit, laissant place à un rire chaleureux qu'Antoine connaissait mieux que le sien. Son esprit ne retourna pas dans le passé. Il y fut arraché. Il était un garçon de 12 ans, les petites mains couvertes de graisse, essayant d'atteindre un tournevis que son père, Émile, tenait en hauteur. « Calme-toi, mon fils », disait Émile, la sueur brillant sur son front. « Chaque voiture a une âme. Tu ne répares pas le moteur, tu le convaincs de fonctionner à nouveau. » Antoine sourit, sentant le poids de l'outil dans sa main. L'atelier était modeste, le sol en ciment taché, mais pour lui, c'était un royaume. Ce jour-là, ils réussirent à faire ronronner comme un chat un vieux moteur, considéré comme de la ferraille par tous. La joie sur le visage de son père, la fierté dans ses yeux, était la seule richesse qui comptait. Un jour, Ben, dit Émile, lui ébouriffant les cheveux, « Nous ne ferons pas que réparer les voitures, nous construirons les nôtres. » C'était une promesse murmurée contre le bruit du moteur, un rêve planté dans un cœur jeune. L'odeur de fumée vint ensuite, l'image heureuse se brisa, remplacée par le rouge et l'orange des flammes. Antoine, maintenant âgé de 19 ans, était de l'autre côté de la rue, retenu par les pompiers, regardant l'atelier de sa famille être consumé par le feu. Un incendie accidentel, dirent les autorités. Mais il connaissait la vérité. Il savait les menaces de la grande entreprise de construction qui voulait le terrain. Son père était à ses côtés, le visage inexpressif, voyant le travail d'une vie entière partir en cendres. Ce regard vide fut pire que les flammes. Ce fut l'image de la défaite, de l'injustice qui écrase l'homme humble. Émile ne fut plus jamais le même. Son âme, comme celle des voitures qu'il aimait tant, sembla cesser de fonctionner ce jour-là. Des années plus tard, Antoine se trouvait dans une salle de réunion froide et impersonnelle. Il avait 35 ans, portait son premier costume cher qui lui semblait être un déguisement. Devant lui, un contrat. La première acquisition de sa petite entreprise de pièces automobiles. Ses mains tremblaient en prenant le stylo.
Il regarda par la fenêtre et vit le reflet d'un homme qu'il ne reconnaissait pas entièrement. Mais dans ses yeux, la même flamme que celle de l'atelier. Le souvenir du regard vaincu de son père le hantait. À ce moment-là, il ne signa pas le papier avec de l'encre seulement. Il le signa avec une promesse silencieuse. Il n'allait pas seulement gagner. Il allait construire un empire si grand qu'aucune force au monde ne pourrait jamais le réduire en cendres à nouveau. Il deviendrait incassable. La voix de Thierry le ramena à la réalité, déchirant les décennies en une seconde. « Je vous parle. Vous êtes sourd. » L'odeur de cuir et d'arrogance revint en force. Le contraste entre le jeune rêveur, le fils dévasté, l'homme d'affaires déterminé et le vieil homme humilié dans ce magasin fut un coup de poing dans l'estomac. Antoine regarda ses propres mains, les mêmes qui avaient appris à réparer des moteurs, qui avaient signé des contrats de plusieurs millions et qui étaient maintenant vus comme les mains d'un mendiant. Un calme glacial l'envahit. Il ne partirait pas. Il n'était plus là pour la voiture. S'éloignant de Thierry, Antoine se dirigea lentement vers un vendeur plus jeune et d'apparence nerveuse, qui se tenait près d'une table en acajou. Le jeune homme, prénommé Julien, se redressa, surpris d'être abordé. Antoine ne voulait pas n'importe quelle voiture. Son désir était spécifique, presque chirurgical, et il était enfermé dans un souvenir que l'argent ne pouvait pas toucher. Il était là pour un modèle précis, la Stallion V12, édition de 1975, une relique que cette concession, par un caprice du destin, possédait dans sa collection. Ce n'était pas pour le luxe ou la vitesse. C'était parce que sa défunte épouse, Hélène, avait une photo fanée d'une voiture identique, découpée dans un vieux magazine, conservé dans sa boîte à bijoux. « Un jour, mon amour, » disait-elle, avec une lueur rêveuse dans les yeux. « Nous conduirons l'une de ces voitures le long de la côte, sans but, juste nous deux et la mer. » Elle était partie avant qu'il ne puisse réaliser ce rêve. Maintenant, la voiture était là, à quelques mètres. Une chance de toucher un fragment de ce rêve perdu. « Excusez-moi, jeune homme, » commença Antoine, sa voix douce mais ferme. J'aimerais voir la Stallion de 75, celle qui est dans le catalogue de collection. Julien cligna des yeux, confus. Il regarda les vêtements d'Antoine, puis la voiture très chère qui se trouvait sur une plateforme tournante au fond du magasin, isolée par une corde de velours. La Stallion, monsieur. Cette voiture n'est pas à vendre. C'est une pièce d'exposition. Tout a un prix, répondit Antoine, calmement. J'aimerais juste la voir de plus près. La peinture, la sellerie, ce sont des détails importants. Julien hésita. Il y avait une sincérité dans la voix du vieil homme qui le désarma, mais le regard de Thierry, de l'autre côté du salon, était un forêt dans son dos. Il connaissait les règles. Les clients de ce profil devaient être rapidement congédiés. « Monsieur, je ne peux vraiment pas... La politique du magasin est très claire. Seuls les clients ayant un rendez-vous et un historique d'achat peuvent accéder à la zone des collectionneurs. » Il était clairement mal à l'aise, récitant une règle qu'il trouvait peut-être lui-même absurde. Antoine sentit une pointe de frustration. Il ne voulait pas faire de scène, il voulait juste se connecter à ce dernier souvenir tangible d'Hélène. Il essaya encore une fois, la voix un peu plus basse. « S'il vous plaît, mon garçon, c'est important pour moi. » La vulnérabilité de sa demande fit vaciller Julien. Il était sur le point de céder, de briser le protocole, quand Thierry se matérialisa à leur côté comme un prédateur. « Julien, un problème ici ?» La voix de Thierry était faussement prévenante, mais ses yeux étaient durs comme la pierre. « Non, Thierry, monsieur était juste. »« Monsieur, » interrompit Thierry avec un sourire moqueur, « vous faisait perdre votre temps. Je lui ai déjà expliqué que la visite de notre collection est exclusive. » Il se tourna vers Antoine, le masque de courtoisie tombant complètement. « Je crois que vous n'avez pas compris la première fois. Cette voiture vaut plus que toute votre vie. Maintenant, pour la dernière fois, sortez de mon magasin. » Le mot « mon » fut prononcé avec une possession arrogante, comme s'il était le propriétaire des lieux.
La tentative d'Antoine de réaliser son désir de manière discrète et pacifique avait échoué. Il fut bloqué non seulement par une règle, mais par le mur de préjugés d'un homme. Sentant les regards de tous, Antoine recula, l'éclat dans ses yeux diminuant. Ses mains, qui tremblaient d'anticipation, se serrèrent maintenant en poings impuissants à ses côtés. L'obstacle n'était pas la corde de velours, mais le poison dans le cœur de ce vendeur. Thierry n'était pas satisfait. Il avait besoin d'une victoire plus nette. « Directeur !» cria-t-il à voix haute, faisant sortir l'homme d'âge moyen de son bureau vitré au fond du magasin. Le directeur, M. Dubois, était un homme dont la colonne vertébrale semblait avoir été remplacée par de la gélatine. Il vivait pour plaire aux clients riches et craignait tout type de conflit qui pourrait ternir la réputation impeccable de la concession. Il s'approcha, le visage masqué par l'inquiétude. « Que se passe-t-il, Thierry ?»« 7 individus, dit Thierry, désignant Antoine avec dédain, refuse de partir et importune le personnel et les clients. Je lui ai déjà demandé poliment, mais il insiste pour rester. » Le mensonge était si effronté que Julien recula d'un pas, choqué. Monsieur Dubois ne regarda même pas Antoine. Il s'adressa directement à Thierry, son meilleur vendeur, l'homme qui apportait les plus gros profits. « Réglez ça, Thierry. Je ne veux pas de problème. » Puis il se tourna vers Antoine et pour la première fois le fixa. Son regard parcourut ses vêtements, ses chaussures, son visage, et le jugement fut instantané et définitif. « Monsieur, je vous demande de vous retirer immédiatement. C'est une propriété privée. Si vous ne partez pas de votre plein gré, je serai contraint d'appeler la police. » Il n'y eut pas de question, pas de tentative de compréhension. Ce fut un ordre, une expulsion basée sur un rapport de 30 secondes d'un employé arrogant. La défaite d'Antoine fut scellée par la lâcheté du système. Il n'était pas un client, il n'était pas une personne. C'était un problème à éliminer. La porte de l'espoir, qu'il avait tenté d'ouvrir avec gentillesse, lui fut claquée au visage avec la force de l'autorité institutionnelle. Il se sentit petit, invisible, exactement comme il s'était senti des décennies auparavant, voyant la fumée monter des décombres du rêve de son père. Pendant un long et douloureux moment, Antoine hésita. Le poids de 72 ans tomba sur ses épaules. La voix de Thierry, le regard du directeur, l'indifférence des autres clients. Mais tout se mélangea dans un cœur de mépris qui faisait écho à d'autres humiliations, d'autres portes fermées, d'autres « vous n'avez pas votre place ici » qu'il avait entendu tout au long de sa vie. Une partie de lui, la partie fatiguée, voulait juste tourner le dos et partir. À quoi bon se battre? Ce n'était qu'une voiture. Hélène n'était plus là. Le rêve était mort, comme elle. Peut-être que Thierry avait raison. Peut-être n'était-il qu'un vieil idiot, accroché à des fantômes. L'image de son père, le regard vide devant l'atelier en flammes, revint avec force. La reddition, l'acceptation silencieuse de l'injustice. Serait-ce aussi son héritage? Abandonné? Il sentit le goût amer de la défaite dans sa bouche. Peut-être que je le mérite, un murmure traître résonna dans son esprit. Lutter n'apporte que plus de douleur. Il regarda le sol poli, voyant son propre reflet déformé. Un vieil homme, courbé, seul. Il était sur le point de se retourner, de concéder la victoire à Thierry, de laisser le rêve d'Hélène derrière lui. Mais alors, un autre souvenir le frappa. Hélène, à l'hôpital, dans ses derniers jours, lui tenant la main. « Ne laisse pas le monde endurcir ton cœur, mon amour, » murmura-t-elle la voix faible, « et ne laisse jamais, jamais personne éteindre ta lumière. » Le souvenir fut comme un éclair. Il ne s'agissait pas de la voiture, il s'agissait de la promesse. Il s'agissait de ne pas laisser la laideur du monde gagner. L'hésitation s'évapora, remplacée par une clarté d'acier. Il releva la tête, et l'éclat dans ses yeux revint, plus intense que jamais. Il n'allait pas abandonner, il n'allait pas se battre selon leurs règles. Il allait changer la donne, complètement. La décision prise, un calme surnaturel s'abattit sur Antoine. Il ne partirait pas. Il se tourna, non pas vers la sortie,
mais vers le centre du salon, l'épicentre de l'humiliation. Il respira profondément, l'air chargé de l'odeur de cuir et d'arrogance, et parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait un poids qui fit s'épaissir le silence. « Je ne vais nulle part, » dit-il, regardant directement le directeur, Monsieur Dubois. « Je suis un client potentiel et j'exige d'être traité avec le minimum de respect que la décence humaine impose. » Thierry éclata d'un rire bruyant et moqueur, brisant l'enchantement. « Client potentiel, vous ?» Il se moqua, se tournant vers la petite assemblée qui se formait maintenant. Le couple élégant, l'autre vendeur, Julien, et même les mécaniciens qui s'étaient arrêtés auparavant. « Qu'allez-vous faire ? Payer en 10 000 versements d'aumône que vous recevez au feu rouge ?» L'offense fut directe, publique et brutale. Antoine sentit l'impact des mots, mais garda sa posture. Il ne pouvait pas laisser la colère le dominer. Sa dignité était la seule armure qu'il possédait. « Mon pouvoir d'achat n'est pas en discussion ici. Ce qui est en discussion, c'est votre caractère et la politique de cette entreprise, qui juge apparemment les gens à leur apparence et non à leur contenu. » Il tenta de faire appel à la logique, à la raison, mais il jouait aux échecs avec un adversaire qui ne savait que renverser les pièces. L'assemblée observait tout passivement, comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Personne n'intervint, personne n'osa défier Thierry, le vendeur vedette, le chouchou du directeur. Ils n'étaient que des spectateurs dans le Colisée et Antoine était le gladiateur désarmé. Thierry sentit le pouvoir que la passivité du public lui conférait. Il n'humiliait plus seulement un homme, il se produisait devant un public. Il sourit, un sourire large et cruel, et décida d'intensifier l'attaque, recrutant d'autres personnes pour sa cruauté. Il se tourna vers Julien, le plus jeune vendeur. « Julien, dit à notre client potentiel, quelle a été la commission de la dernière vente que j'ai conclue, cette décapotable bleue ?» Julien déglutit, le visage pâle. « 100 000, murmura-t-il, sans pouvoir regarder Antoine. Thierry rit. « 100 000, juste ma commission. Et ce monsieur ici, dit-il, désignant Antoine comme s'il s'agissait d'un objet exotique, pense qu'il a le droit de respirer le même air que nous. Ah !» Puis il se tourna vers le couple élégant. « Je suis désolé pour ce désagrément. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas leur place dans le monde, n'est-ce pas ?» Le mari, désireux de se montrer en accord avec le vendeur de voitures de luxe, força un sourire et hocha la tête. Vraiment, une situation désagréable. L'humiliation, auparavant un duel, était maintenant devenue collective. Le poison de Thierry avait infecté les autres. Certains clients commencèrent à rire doucement, non pas d'une blague, mais de l'absurdité d'un vieil homme aux vêtements simples défiant l'ordre naturel de ce temple de la richesse. Antoine était transformé de personne en blague, d'homme en caricature. Chaque rire, chaque regard de mépris était un nouveau coup, plus douloureux que le précédent. Il était complètement seul, entouré d'une mer d'indifférence et de mépris. Mais le souvenir d'Hélène était une braise qui refusait de s'éteindre. Antoine savait que le silence serait sa défaite finale. Il devait riposter, non pas avec la même monnaie empoisonnée, mais avec la vérité. Il fit un pas en avant, et pendant un instant, le flot de moquerie s'arrêta. « Vous tous », commença-t-il, la voix résonnant avec une autorité inattendue qui fit même froncer les sourcils à Thierry. « Vous me regardez et vous voyez de vieux vêtements. Vous voyez un homme noir et âgé, et vous supposez qu'il est pauvre, qu'il est invisible. Vous vous vantez de ces voitures, de ces objets de métal et de cuir, comme s'ils définissaient la valeur d'un homme. » Il fit une pause, son regard balayant chaque visage dans la pièce. « Je connais chaque pièce de ces moteurs. Je sais comment le cuir est cousu. Je connais l'odeur de la graisse et le son d'un moteur qui reprend vie. Je connais la valeur du travail, quelque chose que vous, dans votre bulle de luxe, semblez avoir oublié. » Pendant 30 secondes, cela fonctionna. Le discours fut si inattendu, si rempli d'une passion brute et authentique, que l'arrogance de la pièce fut percée. Le directeur, M. Dubois, parut mal à l'aise pour la première fois. Le couple élégant
cessa de sourire. Julien regarda Antoine avec une nouvelle admiration. Il semblait que la marée était en train de tourner. Antoine sentit une petite vague d'espoir. Peut-être que la décence n'était pas complètement morte, mais il sous-estima la profondeur de la cruauté de Thierry. Le vendeur laissa le silence s'étirer un instant, puis, avec un timing théâtral, il le brisa. « Quel beau discours !» dit-il, applaudissant lentement, sarcastiquement. « Le poète de l'atelier, le philosophe de la Grèce, vous devriez être sur scène, pas ici. » Et avec cette seule phrase, il écrasa le moment de dignité. La tension se dissipa, remplacée de nouveau par la moquerie. La tentative de défense d'Antoine fut ridiculisée, transformée en une autre raison de mépris général. L'espoir ne dura que 30 secondes avant d'être brutalement éteint. L'humiliation n'avait pas encore atteint son apogée. Thierry, maintenant en proie à un délire de pouvoir, s'approcha de la plateforme où se trouvait la Stallion V12, la voiture qu'Antoine était venu voir. Il prit la corde de velours et l'ouvrit, un geste qu'il avait auparavant refusé à Antoine. Il passa la main sur la carrosserie de la voiture avec une possession profane. Puis il se tourna vers Antoine, le visage déformé par un sourire victorieux et pervers. « Vous voulez savoir ce que je vois quand je vous regarde ?» demanda-t-il, la voix forte pour que tout le monde l'entende. « Je ne vois pas un homme de travail, je ne vois pas un philosophe. Je vois la saleté sous mon ongle, je vois la poussière que j'essuie de ma chaussure à 2000 $. Il fit une pause dramatique, savourant chaque mot. « Je vois un échec, un homme qui est arrivé à la fin de sa vie sans rien à montrer, sauf les vêtements qu'il porte. Vous n'êtes pas un client, vous n'êtes pas un homme, vous êtes un fantôme, un clochard qui ne devrait même pas avoir le droit de rêver d'une voiture comme celle-ci. » L'attaque fut dévastatrice. Il ne s'agissait plus des vêtements ou de l'apparence. C'était une attaque contre toute sa vie, son identité, sa valeur en tant qu'être humain. Antoine resta sans voix, comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Il n'y avait pas de réponse à cela. Aucun mot n'aurait pu combattre une haine aussi pure et gratuite. Le public qui riait auparavant était maintenant dans un silence embarrassé. Certains détournèrent le regard, sentant enfin le poids de la cruauté. Mais personne ne dit rien. Personne ne le défendit. Thierry, dans son triomphe, lui tourna le dos, le congédiant comme s'il s'agissait de déchets. Antoine resta debout, au milieu du salon luxueux, complètement seul, l'écho des mots « échec » et « clochard » résonnant dans ses oreilles. La défaite était totale, absolue. Il était, à ce moment-là, exactement ce que Thierry avait dit qu'il était. Un vieil homme invisible. Antoine quitta la concession. Il ne marcha pas vite, ni ne montra de colère. Chaque pas était lourd, comme s'il marchait à contre-courant. Le bruit de la rue, les voitures qui passaient, les gens qui conversaient, tout semblait lointain, étouffé. Il n'alla pas loin. Il traversa la rue et entra dans un petit parc en face de la concession. Une oasis de verdure ignorée par la hâte de la ville. Il trouva un banc en bois vide, à l'ombre d'un arbre ancien, et s'assit. De là, il pouvait voir la façade vitrée du magasin, l'éclat des voitures, le monde dont il venait d'être violemment expulsé. L'adrénaline de la confrontation se dissipa, laissant derrière elle un vide froid et douloureux. Les mots de Thierry, échec, clochard, fantôme, résonnaient dans son esprit, non plus comme des insultes, mais comme un verdict. Il regarda ses propres mains, les mêmes qui avaient bâti un empire à partir de rien, et pour la première fois depuis des décennies, il les vit comme Thierry les avait décrites, les mains d'un vieil homme, taché par le temps, inutile. L'humiliation l'avait vidé. La tristesse pour Hélène, la colère face à l'injustice, la détermination à se battre. Tout se dissipa dans une profonde lassitude, une fatigue de l'âme. Il pensa à abandonner, il pensa à appeler son chauffeur, à rentrer chez lui, à boire un whisky et à oublier ce jour, à oublier la voiture, à oublier le rêve d'Hélène. Pourquoi? Lutter ne faisait que l'exposer à plus de douleur, à plus d'humiliation. Peut-être était-il temps d'accepter. Accepter que le monde était ainsi cruel et superficiel. Accepter sa place en tant que vieil homme invisible. Il ferma les yeux,
sentant le poids de la défaite. C'était fini. Puis, dans sa poche, il sentit une petite protubérance. Il y mit la main et en sortit son portefeuille. Pas le portefeuille en cuir italien qu'il utilisait pour les réunions, mais le vieux, usé, qu'il portait par habitude. À l'intérieur, derrière un plastique jauni, il y avait une photo 3/4 d'Hélène, prise quand ils étaient jeunes, son sourire capturé pour toujours, plein de vie et d'une foi inébranlable en lui. À côté de la photo, pliée en 4, un petit morceau de papier. C'était une coupure de journal d'il y a presque 50 ans, annonçant l'ouverture de sa première, minuscule, entreprise de pièces. Moteur Antoine, la force qui fait avancer l'avenir, disait le titre amateur qu'il avait lui-même écrit. Regarder ces deux artefacts, le sourire d'Hélène et la promesse de son propre avenir, fut comme un défibrillateur dans son cœur. C'étaient les piliers de sa vie, l'amour et le travail, l'inspiration et la transpiration. Thierry n'avait pas seulement insulté un vieil homme, il avait craché sur la mémoire d'Hélène, sur le rêve de son père, sur chaque goutte de sueur qu'Antoine avait versée pour devenir ce qu'il était. L'épuisement se transforma en une fureur froide et cristalline. Il ne s'agissait plus de lui. Il s'agissait de défendre tout ce qu'il avait construit et tout ce qu'il avait aimé. Il ne rentrerait pas chez lui. Il n'oublierait pas. Il prit son téléphone portable, les mains maintenant fermes, et composa un numéro. « Marc, dit-il, la voix basse mais vibrante d'une nouvelle et terrible intensité. J'ai besoin de toi, maintenant. Et j'ai besoin que tu apportes tout sur Luxus Motors. » Marc, son jeune et brillant assistant, arriva en moins de 15 minutes. Il trouva Antoine sur le même banc du parc, mais l'homme qui l'attendait n'était plus le même. La fragilité avait disparu, remplacée par une aura de pouvoir contenue que Marc connaissait bien. C'était l'Antoine qui concluait des affaires de milliards de dollars, le prédateur silencieux du monde des affaires. « Monsieur, que s'est-il passé ?» demanda Marc, remarquant l'endroit inhabituel de la rencontre devant la concession. Antoine ne répondit pas directement. Il se contenta de pointer la boutique du Menton. « Je veux tout savoir sur eux, Marc. Qui sont les propriétaires? Qui contrôlent? Qui sont les actionnaires majoritaires? Je veux connaître leurs dettes, leurs revenus, leurs problèmes, leurs peurs. Je veux une radiographie complète de l'âme de cette entreprise. Et je la veux pour hier. » Marc, entraîné à lire entre les lignes, sentit que quelque chose de profondément personnel s'était produit. Il ne posa pas d'autres questions. Il ouvrit simplement sa tablette, ses doigts volant sur l'écran. La recherche commença. En quelques minutes, le premier fichier apparut, un rapport trimestriel pour les investisseurs. Marc commença à lire les données à voix haute et à chaque mot, un petit sourire commença à se former sur les lèvres d'Antoine. Luxus Motors, malgré sa façade de succès et d'exclusivité, saignait. Les ventes étaient en chute libre depuis 3 trimestres consécutifs. La dette envers les fournisseurs était astronomique. Il cherchait désespérément un acheteur ou un investisseur providentiel pour éviter la faillite. L'arrogance, l'exclusivité, l'humiliation, tout n'était qu'une farce. Un masque pour cacher le désespoir. Ils n'étaient pas un château, ils étaient un château de cartes sur le point de s'effondrer. Antoine regarda la concession, l'éclat trompeur, et ne vit plus un temple de richesse, mais un animal blessé, faisant semblant d'être fort. Et lui, le vieil homme invisible qui avait été expulsé, était le chasseur qui venait de trouver la piste. « Continue de creuser, Marc, » dit Antoine, la voix calme, mais avec un sous-entendu d'acier. « Trouve le propriétaire, trouve la réunion, trouve le point faible. » Le premier indice s'était transformé en une carte, et Antoine savait exactement où elle le mènerait, au cœur de leur empire. Marc était plus qu'un assistant, il était une extension de la volonté d'Antoine. Un jeune prodige qu'Antoine avait sauvé d'une situation familiale difficile des années auparavant, et qui opérait maintenant avec une loyauté féroce et une efficacité redoutable. Tandis qu'Antoine restait sur le banc du parc, observant sa cible,
Marc transforma le banc voisin en un centre de commandement mobile. Avec un ordinateur portable, une tablette et 2 téléphones portables, il plongea dans les profondeurs de Luxus Motors. En moins d'1 heure, il avait ce dont ils avaient besoin. « Monsieur, je l'ai trouvé », dit Marc, tournant l'écran de l'ordinateur portable vers Antoine. Luxus Motors est une filiale d'un plus grand conglomérat européen, le groupe Valois. Et le groupe Valois est en difficulté. Ils vendent des actifs non essentiels pour couvrir des pertes dans d'autres secteurs. Luxus Motors est le premier élément sur la liste des coupes. Marc désigna un nom à l'écran. Le PDG du groupe Valois, un homme nommé Jean-Pierre Dubois, est en panique. Il doit vendre Luxus Motors dans les prochaines semaines, sinon le conseil d'administration le révoquera. L'arrivée de Marc avec ces informations fut comme la cavalerie apparaissant à l'horizon. Il n'apporta pas seulement des données, il apporta des armes. C'était l'allié parfait, rapide, précis et totalement dévoué à la cause. Il regarda Antoine, voyant la douleur derrière le masque de calme, et sa voix devint plus ferme. « Monsieur, ce qu'ils vous ont fait est inacceptable. Dites-moi ce que vous voulez faire. Nous pouvons les exposer aux médias, les poursuivre en justice, ou nous pouvons les détruire financièrement. » Antoine regarda le visage jeune et déterminé de Marc et sentit une vague de gratitude. « Aucune de ces options, Marc, dit-il. Nous allons les acheter. » Marc ne s'ia pas. Il se contenta d'acquiescer. « Considérez que c'est fait. Allons les chercher. » La première révélation survint sous la forme d'un email intercepté par l'équipe de renseignement d'entreprise d'Antoine, que Marc avait activé. L'email provenait de Jean-Pierre Dubois et était adressé au conseil d'administration du groupe Valois, daté de la veille au soir. Il y décrivait une offre d'acquisition hostile qu'ils avaient reçue d'un conglomérat rival. L'offre était basse, presque une insulte, mais Dubois envisageait de l'accepter, tant était son désespoir de se débarrasser de Luxus Motors. Ils étaient au pied du mur, sur le point de vendre leur empire du luxe pour une fraction de sa valeur réelle. L'arrogance de Thierry, la négligence du directeur, tout cela n'était pas un signe de force, mais le dernier souffle d'un animal fier avant le sacrifice. La tristesse d'Antoine, la douleur de l'humiliation, commença à se transformer en quelque chose de différent, une colère froide, calculatrice et surtout ciblée. Il ne s'agissait plus d'une vengeance personnelle contre un vendeur, il s'agissait d'une justice poétique à l'échelle de l'entreprise. Ceux qui l'avaient jugé sans valeur étaient sur le point d'être achetés comme une marchandise bon marché. « Marc, » dit Antoine, le plan commençant à se former dans son esprit, « prépare une offre, 20% de plus que l'offre rivale. Mais à une condition, je veux que la transaction soit conclue personnellement, avec Dubois, aujourd'hui. » Marc haussa un sourcil. « Aujourd'hui, monsieur, c'est agressif. » Ils sont désespérés, Marc. Le désespoir les rend flexibles. La colère d'Antoine n'était pas chaude et explosive. C'était un bloc de glace, et il était sur le point de l'utiliser pour sculpter le destin de Luxus Motors. Le plan n'était pas seulement d'acheter l'entreprise, mais de le faire de manière à le mettre face à face avec le sommet de la chaîne alimentaire, qui permettait à des hommes comme Thierry de prospérer. La preuve décisive ne fut pas un document, mais une opportunité. Marc, grâce à son réseau de contacts, découvrit quelque chose de crucial. Jean-Pierre Dubois n'était pas en Europe, il était en ville. Il avait volé dans son jet privé pour une série de réunions secrètes avec des acheteurs potentiels, essayant désespérément de gonfler le prix de vente. Et la plus importante de ces réunions était prévue pour la fin de l'après-midi dans l'un des hôtels les plus exclusifs de la ville. « Il est à l'hôtel Grand Impérial, dans la suite présidentielle », dit Marc, montrant à Antoine l'agenda de Dubois sur l'écran de la tablette. « La réunion est avec les représentants du conglomérat rival. Si nous voulons agir, ce doit être maintenant. Nous pouvons l'intercepter avant ou après la réunion. » Un moment de eureka brilla dans les yeux d'Antoine. Intercepter ne suffisait pas, il devait remplacer. « Marc, appelle l'hôtel.
Dis que tu es l'assistant de M. Dubois et que la réunion a été annulée pour une urgence. Dis qu'une nouvelle réunion, avec un investisseur beaucoup plus prometteur, a été fixée à la même heure, au même endroit. Et qui serait cet investisseur, monsieur? Demanda Marc, déjà en train de taper. Un homme appelé personne, répondit Antoine. Il se présentera comme l'acheteur, qu'il soit curieux, qu'il soit nerveux. Le piège était tendu. Ce ne serait pas une acquisition froide et anonyme, faite par email et avocat. Ce serait une confrontation, un échec et mat personnel. Ils décidèrent du lieu, la suite présidentielle elle-même, et du moment, exactement l'heure de la réunion que Dubois pensait avoir. La preuve qu'ils pouvaient gagner n'était plus dans les rapports financiers, mais dans l'audace de leur plan. Tout était prêt. Marc, utilisant l'un de ses contacts au sein du groupe Valois, obtint le numéro personnel de Dubois. Il passa lui-même l'appel, utilisant un français impeccable, se faisant passer pour l'assistant du conglomérat rival, confirmant l'annulation. L'hameçon avait mordu. Quelques minutes plus tard, l'assistant de Dubois appela le faux numéro que Marc avait fourni, et Marc lui-même, se faisant désormais passer pour un intermédiaire d'un fonds d'investissement suisse, confirma la nouvelle rencontre avec le mystérieux acheteur. Le plan semblait parfait. Antoine était déjà en route pour l'hôtel dans sa voiture, changeant ses vêtements simples pour un costume sur mesure qu'il gardait toujours pour les urgences. Il était prêt. C'est alors que le téléphone portable de Marc sonna. C'était son contact interne au sein du groupe Valois. « Nous avons un problème », dit la voix à l'autre bout du fil. Dubois est méfiant. Il a trouvé étrange que l'annulation et le nouveau rendez-vous soient sortis de nulle part. Il envisage d'annuler tout et de retourner à Paris à la fin de la journée. La tension dans la voiture devint palpable. Le plan, si soigneusement élaboré, était sur le point de s'effondrer. Il n'avait qu'une seule chance. « Marc, appelle l'assistant de Dubois », ordonna Antoine, la voix calme malgré la crise. « Dis-lui que notre investisseur offre 30% de plus que l'offre rivale, et que l'offre n'est valable qu'une heure. Si Dubois n'est pas dans la salle de réunion dans 20 minutes, l'offre est retirée, pour toujours. » C'était un pari à très haut risque. Cela pourrait effrayer Dubois définitivement. Mais Antoine pariait sur le facteur qu'il avait découvert plus tôt, le désespoir. Il y eut un silence tendu pendant que Marc passait l'appel. Il raccrocha, le visage impassible. Il a dit que Dubois serait là. La voiture s'arrêta devant l'hôtel Grand Impérial. Antoine ajusta sa cravate. Il regarda Marc. « C'est maintenant ou jamais. Des histoires comme celle-ci se produisent tous les jours. Si vous aussi, vous croyez à la force du revirement, laissez votre like et dites-moi de quelle ville vous nous regardez. Je lis tous les commentaires. Le hall de l'hôtel Grand Impérial était un monde à part, un univers de marbre, de lustres en cristal et de conversations murmurées. Antoine le traversa avec l'assurance de celui qui appartenait à cet endroit. Le costume sombre et parfaitement coupé, servant d'armure et de déguisement. Marc marchait à ses côtés, parlant discrètement dans une oreillette, coordonnant les derniers détails avec l'équipe juridique, qui était en attente dans un bureau à quelques pâtés de maison. La préparation de ce moment avait été une symphonie de chaos contrôlé. En moins d'une heure, l'équipe d'Antoine avait préparé une offre d'acquisition formelle, transféré les fonds nécessaires sur un compte séquestre et rédigé un contrat préliminaire qui était, à la fois, irrésistible et implacable. Chaque clause avait été conçue pour donner à Dubois l'illusion de contrôle, tout en le liant en réalité à un accord dont il ne pourrait pas s'échapper. Le cœur du piège n'était pas l'argent, mais la rapidité. Antoine savait que s'il donnait à Dubois le temps de réfléchir, de consulter ses avocats, de respirer, la méfiance pourrait l'emporter sur la cupidité. L'offre devait être un chaos, pas un combat au poing. Alors qu'il montait dans l'ascenseur privé menant à la suite présidentielle, Marc révisait le plan. L'équipe surveille les communications du groupe Valois. Si Dubois tente de contacter quelqu'un, nous le saurons. Le contrat est sur ma tablette.
Dès qu'il acceptera verbalement, je l'enverrai à son équipe et à la nôtre simultanément. À partir de ce moment-là, chaque seconde de son hésitation coûtera des millions en intérêts. Antoine n'écoutait pas les détails. Il rejouait la confrontation dans son esprit. Non pas la confrontation avec Dubois, mais la confrontation avec Thierry. La scène de la concession se répétait dans sa tête, chaque insulte, chaque rire, chaque regard de mépris. Ce souvenir était le carburant. Il n'était pas là pour faire des affaires. Il était là pour régler des comptes. Le moment parfait ne serait pas dans la salle de réunion d'un hôtel de luxe. La scène finale devrait être ailleurs. Elle devrait être à l'endroit où tout avait commencé. L'ascenseur s'arrêta avec un bruit doux. La porte s'ouvrit, révélant un couloir silencieux et opulent. Au bout du couloir, une double porte en bois sombre. La suite présidentielle. C'était l'heure du spectacle. Il n'était qu'à quelques pas de la porte, lorsque le téléphone portable de Marc vibra, un message de son équipe. Il le lut et son visage se crispa. « Monsieur, nous avons un problème, un gros problème. » Antoine s'arrêta, son cœur battant un peu plus fort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dubois, il n'est pas seul. Les représentants du conglomérat rival, Omnicorp, sont avec lui. Apparemment, notre bluff sur l'annulation n'a pas tout à fait fonctionné. Dubois les a rappelés et a décidé de faire une enchère informelle. Il va nous mettre les uns contre les autres dans la même pièce. Le plan, basé sur l'exclusivité et la pression du temps, venait d'être dynamité. Maintenant, ce n'était plus une embuscade, c'était une bataille ouverte. Antoine allait devoir affronter non seulement Dubois, mais aussi un concurrent agressif. Pendant un instant, le doute surgit. Serait-il plus prudent de battre en retraite, de se regrouper, d'attaquer d'une autre manière? Mais battre en retraite n'était pas une option. Il regarda la porte de la suite. La colère froide qui l'avait guidé jusque-là s'intensifia. « Encore mieux, » dit Antoine, une lueur dangereuse dans les yeux. « Une enchère. Excellent. J'adore les enchères. Cela signifie que le vainqueur prend tout de suite. » L'improvisation serait la clé. Le dernier obstacle ne le fit pas reculer. Il changea juste le champ de bataille. Marc, saisissant le signal de son chef, se ressaisit instantanément. « Compris, monsieur. Je notifierai l'équipe de préparer des fonds supplémentaires, si nécessaire. »« Ce ne sera pas le cas, » dit Antoine. « Nous ne gagnerons pas avec de l'argent. Nous gagnerons avec la psychologie. » Il inspira profondément, l'image du visage arrogant de Thierry se solidifiant dans son esprit. Il n'achetait plus une entreprise. Il achetait une arme. Sans hésiter, il se dirigea vers la double porte et, sans frapper, l'ouvrit. La scène à l'intérieur était exactement comme Marc l'avait décrite. Jean-Pierre Dubois, un homme à l'allure glissante et au costume cher, était au centre de la pièce. D'un côté, deux hommes à l'allure sévère, les représentants de l'Omnicorp. Tous se tournèrent, surpris par l'entrée abrupte. Antoine entra dans la pièce, suivi de Marc. Le silence était électrique. « Monsieur Dubois, » dit Antoine, sa voix calme remplissant la pièce, « je suis l'acheteur, et j'ai entendu dire que vous avez quelque chose qui m'appartient. » La victoire dans la suite de l'hôtel fut rapide et brutale. Face à l'offre écrasante et à la confiance inébranlable d'Antoine, Omnicorp recula et Dubois, voyant une bouée de sauvetage dorée, la saisit à deux mains. Le contrat fut signé électroniquement avant même la tombée de la nuit. Antoine était officiellement le nouveau propriétaire du groupe Valois et par extension de Luxus Motors. Mais la vraie bataille, le point culminant de son voyage, n'avait pas encore eu lieu. Il ne voulait pas une victoire silencieuse dans les couloirs du pouvoir. Il voulait un règlement de compte public, sur la même scène où il avait été humilié. Le lendemain, la nouvelle de l'acquisition n'avait pas encore été rendue publique. Pour le monde, et plus important encore pour la concession, ce n'était qu'un jour de travail comme les autres. C'est alors que Jean-Pierre Dubois, suivant les suggestions de son nouveau patron, annonça une visite surprise à la succursale principale pour évaluer les opérations.
La panique s'installa. Monsieur Dubois, le directeur, courait de tous les côtés, s'assurant que tout était impeccable. Et au centre de tout, il y avait Thierry. Voyant la visite du PDG comme une occasion en or de se mettre en valeur, il se positionna en première ligne. Lorsque Dubois arriva, accompagné d'une suite, Thierry fut le premier à lui serrer la main. « Monsieur Dubois, quel honneur! Bienvenue chez nous. Je suis Thierry, le chef des ventes. Je vous assure que vous trouverez tout en parfait ordre. » Dubois, jouant son rôle, sourit. « Thierry, j'ai entendu parler de vous, l'homme qui maintient les standards élevés. » Se sentant flatté, Thierry bomba le torse. Il lança un regard arrogant aux autres employés, y compris Julien, qui observait le tout avec appréhension. « C'est ma philosophie, monsieur », disséra Thierry à voix haute pour que tout le monde l'entende. « L'exclusivité est l'âme de notre entreprise. Nous ne pouvons pas permettre que notre marque soit diluée. Il faut avoir un filtre rigoureux. Il faut savoir qui appartient à ce monde et qui ne fait que regarder la vitrine. » Il fit une pause, savourant ses propres mots. Certains peuvent appeler cela de l'arrogance. Moi, j'appelle cela la protection de la marque. Si nous laissons n'importe qui entrer, nous perdons notre valeur. Mon travail est de garantir que seuls de vrais clients, des clients qui comprennent et méritent le luxe, franchissent nos portes. Le reste n'est que paysage. Sa défense arrogante de sa propre philosophie de préjugés était un spectacle d'auto-célébration. Il était au sommet de son pouvoir, discourant pour le PDG. Certain que ses paroles étaient musique aux oreilles de la haute direction. Il n'aurait pas pu se tromper davantage. Ce fut à cet instant précis que la porte principale de la concession s'ouvrit. Antoine entra. Il ne portait pas le costume cher de la veille, mais les mêmes vêtements simples avec lesquels il avait été expulsé. Le silence tomba sur le magasin. Thierry se retourna et son visage perdit toute couleur. C'était comme s'il avait vu un fantôme. Monsieur Dubois, le directeur, s'étouffa. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici encore? Appelez la sécurité !» cria-t-il, paniqué. Mais Dubois leva la main, le faisant taire. « Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Dubois. » Dubois s'approcha d'Antoine, la confusion et la peur imprimées sur le visage de tous les employés. Thierry, essayant désespérément de comprendre la situation, fit un pas en avant. « Monsieur Dubois, ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ce problème immédiatement. »« Non, Thierry, vous ne le ferez pas, » dit Dubois, la voix froide. Puis il se tourna vers l'équipe réunie. « Je voudrais vous présenter à tous le nouveau propriétaire du groupe Valois. Et, par conséquent, le nouveau propriétaire de Luxus Motors, Monsieur Antoine. » La phrase tomba comme une bombe atomique. La mâchoire de Thierry se décrocha, littéralement. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité et d'horreur. « Quoi ? Non, ce n'est pas possible. C'est une erreur, une blague, balbutia-t-il, regardant de Dubois à Antoine, son cerveau refusant de traiter la réalité. Lui, il est un clochard. Je l'ai moi-même chassé hier. » Antoine fit un pas en avant, son regard fixé sur Thierry. « C'est vrai, vous m'avez chassé, » dit-il, la voix calme mais tranchante. « Vous m'avez traité d'échec, de clochard, de fantôme. » Pour sceller le destin de Thierry, Marc, qui était entré discrètement, connecta sa tablette à un grand écran vidéo sur le mur de la concession. D'un toucher, il lança la lecture. La scène de l'humiliation de la veille remplit l'écran, capturée en haute définition par la caméra de sécurité. La voix de Thierry résonna dans le salon silencieux. « Sortez, pauvre type. » Un clochard qui ne devrait même pas avoir le droit de rêver d'une voiture comme celle-ci. La preuve était irréfutable, visuelle et sonore. Thierry regarda l'écran, se voyant lui-même dans son moment de plus grande cruauté, puis Antoine, l'homme qu'il avait tenté de détruire. L'homme qui était maintenant son patron, l'homme qui était maintenant le propriétaire de son âme. L'arrogance de Thierry commença à se fissurer, révélant la pure panique sous-jacente. Il était piégé, exposé et complètement, irrémédiablement, ruiné. Le silence qui suivit la vidéo fut plus lourd que n'importe quel son. C'était un silence rempli de stupeur, de honte et de la compréhension soudaine et terrible de la réalité.
La première réaction vint de Julien, le jeune vendeur. Il regarda Thierry, non pas avec peur, mais avec un mépris ouvert, puis fit un pas délibéré de côté, s'éloignant de lui, comme si Thierry était une source de contamination. Le geste était petit, mais ce fut la première pierre d'une avalanche. Ensuite, le couple élégant qui avait ri de l'humiliation d'Antoine la veille et qui, par coïncidence, se trouvait à nouveau dans le magasin, rougit de honte. La femme se couvrit la bouche avec la main, les yeux écarquillés d'horreur, et tira le bras de son mari, l'entraînant vers la sortie sans dire un mot, incapable d'affronter la scène. Le murmure commença. Les autres vendeurs, auparavant alliés passifs de Thierry, se regardèrent maintenant, secouant la tête en signe de dénégation, prenant leur distance avec le collègue qui tombait en disgrâce. Le public, qui auparavant avait donné du pouvoir à Thierry, le lui retirait maintenant un regard à la fois. Monsieur Dubois, le directeur, fut le suivant. La sueur perlait sur son front. Il se précipita vers Antoine, les mains tendues dans un geste de supplication. « Monsieur Antoine, je n'en avais aucune idée. C'était un terrible malentendu. Thierry a agi de sa propre initiative, je le jure. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Sa tentative pathétique de sauver sa propre peau fut accueillie par un silence glacial de la part d'Antoine, qui ne le regarda même pas. Le mépris d'Antoine fut plus efficace que n'importe quelle réprimande. Le directeur recula, le visage pâle, réalisant que son destin était scellé avec celui de son vendeur vedette. Le public avait changé. Les murmures se transformèrent en conversations ouvertes. « Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait ça. Quel monstre! Il mérite tout ce qui lui arrive. » Les alliés de Thierry, ceux qui riaient de ses blagues et soutenaient sa cruauté, étaient maintenant les plus virulents dans sa condamnation, une tentative désespérée de s'aligner sur le nouveau pouvoir. Thierry était sur une île, et la marée de l'opinion publique montait rapidement autour de lui, menaçant de le noyer. Il regarda autour de lui, cherchant un visage ami, un regard de soutien, mais ne trouva rien. Seulement la condamnation, seulement le mépris. Il était complètement, irrémédiablement seul. Dans un dernier acte désespéré de déni, Thierry tenta une dernière manœuvre. Il se tourna vers Antoine, le visage tordu par la fureur et la panique. « C'était un test !» cria-t-il, la voix stridente. « Oui, un test. Je testais votre réaction pour voir si monsieur était un client authentique. Je savais tout le temps. Je jouais juste un rôle pour protéger la marque. » Le mensonge était si absurde, si pathétique, qu'un des mécaniciens au fond du magasin éclata d'un rire bruyant et incrédule. La tentative de Thierry de se sauver échoua spectaculairement, ne servant qu'à creuser le trou dans lequel il se trouvait. Il était devenu une blague. Antoine se déplaça enfin. Il marcha lentement, passant devant Thierry, et s'arrêta devant la plateforme où se trouvait la Stallion V12, la voiture qui avait tout déclenché. Il passa la main sur la carrosserie froide du véhicule, le même geste que Thierry avait fait la veille pour se moquer de lui. Puis il se tourna, non pas vers Thierry, mais vers Julien. « Jeune homme, » dit Antoine, la voix calme et claire, « s'il vous plaît, préparez cette voiture pour moi. Je l'emmène aujourd'hui. » La demande, le transfert de pouvoir, fut le coup final. Ce fut la confirmation que le monde de Thierry avait basculé. La réalité le frappa enfin avec la force d'un train. La force l'abandonna aux jambes. Ses yeux s'écarquillèrent. Il chancela en arrière, le visage blanc comme la cire, et avec un bruit sourd, son corps s'effondra sur le sol poli de la concession. Il s'était évanoui. La chute de Thierry fut le point culminant silencieux de toute la saga. Il n'y eut pas de cris, pas d'applaudissements, juste le bruit d'un corps qui tombe et le soupir collectif du public. Monsieur Dubois et un autre vendeur coururent au secours de Thierry, mais l'attention de la pièce avait déjà changé. Antoine ne célébra pas. Il ne sourit pas. Il se contenta d'observer la scène un instant, l'homme qui l'avait humilié maintenant inconscient à ses pieds. Il n'y avait pas de satisfaction sur son visage, juste la quiétude d'une tempête qui était passée. Il respira profondément, l'air de la concession semblant plus propre, plus léger. Le silence qui suivit n'était pas de tension mais de résolution.
C'était le silence d'après-bataille, où les décombres sont encore au sol, mais la guerre est finie. La justice, dans sa forme la plus poétique et brutale, avait été rendue. Alors que les ambulanciers installaient un Thierry pâle et semi-conscient sur une civière, Antoine resta près de la Stallion V12, observant la scène avec une distance émotionnelle. La grande explosion du point culminant était passée, laissant derrière elle une étrange quiétude, le genre de silence qui s'installe après une violente tempête. Julien, le jeune vendeur, s'approcha timidement, tenant les clés de la voiture comme s'il s'agissait d'un artefact sacré. « Monsieur Antoine, la voiture est prête, et je voulais juste dire merci. » Antoine se tourna vers lui, et pour la première fois ce jour-là, une trace de chaleur apparut dans ses yeux. Il prit les clés. « Tu n'as pas à me remercier, mon garçon. Continue juste d'être l'homme que tu es. Traite tous ceux qui franchissent cette porte comme tu voudrais être traité. Ce sera la nouvelle politique de l'entreprise. » Marc s'approcha, la tablette déjà rangée, le mode combat désactivé. « Monsieur Dubois a été licencié, et je me suis permis de nommer Julien comme nouveau directeur par intérim de la succursale, dit-il, avec un léger sourire. » Antoine hocha la tête, une approbation silencieuse. Il n'avait pas besoin de donner l'ordre. Marc savait déjà quoi faire. Sans ajouter un mot, Antoine se dirigea vers la sortie. Il passa devant la civière où Thierry était transporté. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans les yeux de Thierry, il y avait un mélange de peur, de haine et de supplication. Dans ceux d'Antoine, il n'y avait rien. Juste le vide d'un chapitre clos. Il quitta la concession et s'immergea dans l'air frais du soir, laissant derrière lui le chaos et la destruction d'un petit empire personnel. Il ne se retourna pas. La victoire ne lui apporta pas une joie exultante, mais un sentiment de paix, d'un équilibre qui avait été restauré. Le monde était, une fois de plus, à sa place. Quelques jours plus tard, le contraste entre les deux réalités était frappant. Une scène rapide, presque un flash. Thierry, vêtu de vêtements froissés, faisait la queue dans une agence pour l'emploi. Son visage, autrefois arrogant et sûr de lui, était désormais marqué par l'anxiété et le désespoir. Il n'était qu'un de plus dans la foule, invisible, anonyme, un fantôme dans le monde qu'il dominait auparavant. La chute avait été aussi rapide que brutale. Il n'avait pas seulement perdu un emploi, il avait perdu son identité, l'armure de luxe qui le protégeait de sa propre insignifiance. Dans un contraste délibéré, la scène se déplace vers le bureau d'Antoine. Non pas le bureau principal de son vaste empire, mais un garage spacieux et impeccablement propre qu'il appelait son sanctuaire. La Stallion V12 de 1975 était garée au centre, polie et brillante sous les lumières. Antoine n'admirait pas la voiture. Il avait les mains sales de graisse, ajustant le carburateur, le doux son de ses outils résonnant dans l'espace silencieux. Il ne réparait pas la voiture par nécessité, il le faisait par amour. Le même amour qu'il ressentait lorsqu'il était enfant dans l'atelier de son père. Julien, le nouveau directeur, était à ses côtés, observant avec admiration. Antoine l'avait invité pour lui montrer l'âme d'une voiture. « N'oublie jamais, Julien, » dit Antoine, sans quitter le moteur des yeux. « Les gens qui achètent nos voitures n'achètent pas du métal et du cuir, ils achètent un rêve. Notre travail est de respecter ce rêve, peu importe qui est le rêveur. » À ce moment-là, Antoine n'était pas le milliardaire qui écrasait un ennemi. Il était le mentor, le professeur, le gardien de l'héritage de son père, transmettant ses valeurs à la prochaine génération. Le changement dans sa vie ne concernait pas l'acquisition d'une autre entreprise, mais la réaffirmation de ses propres principes. Une semaine plus tard, Antoine conduisit la Stallion pour la première fois. Il n'alla pas sur la côte, comme il l'avait rêvé avec Hélène. Au lieu de cela, il se dirigea vers un cimetière tranquille et arboré. Il gara la voiture et marcha jusqu'à une simple pierre tombale en marbre, où l'on pouvait lire « Hélène, mon éternelle aurore ». Il n'apporta pas de fleurs. Au lieu de cela, il posa la clé de la Stallion sur la pierre froide. « Nous y sommes parvenus, mon amour », murmura-t-il au vent. « Cela a pris du temps, mais nous y sommes. » Tandis qu'il était là, en silence,
Un jeune homme s'approcha de lui. C'était l'un des jardiniers du cimetière, un jeune homme à l'allure humble, aux vêtements tachés de terre. « Excusez-moi, monsieur, » dit le jeune homme hésitant. « Je suis désolé de vous déranger, mais quelle belle voiture! C'est une Stallion 75, n'est-ce pas? Mon grand-père en avait une. Il disait que c'était comme conduire un morceau de ciel. » Antoine se retourna et regarda le jeune homme. Il vit la même passion dans ses yeux que celle qu'il ressentait lui-même. L'Antoine d'une semaine auparavant, blessé et irrité, l'aurait peut-être ignoré. Mais l'homme qui était là, en paix, vit une opportunité. Il sourit. « Voudriez-vous faire un tour ?» demanda-t-il. La mâchoire du jeune homme tomba. « Vraiment ?»« Vraiment », répondit Antoine, prenant la clé de la pierre tombale. « Mais à une condition, c'est vous qui conduisez. » Dans cet acte, la transformation d'Antoine était complète. Il n'avait pas seulement vaincu son ennemi, il s'était vaincu lui-même, le côté sombre que l'humiliation avait presque réveillé. Il n'avait pas utilisé son pouvoir pour punir, mais pour élever. Il avait trouvé une situation qui reflétait le début de son épreuve, un homme de statut approché par quelqu'un de position inférieure à cause d'une voiture, et avait agi avec la compassion et la générosité que Thierry ne connaîtrait jamais. En remettant les clés au jeune jardinier, il ne partageait pas seulement une voiture, il partageait un rêve, et ce faisant, il réalisa enfin le sien. L'histoire d'Antoine et Thierry est un puissant rappel que la vraie valeur d'une personne ne peut jamais être mesurée par ses vêtements, son compte en banque ou l'opinion des autres. Elle se mesure par le caractère, la résilience et la dignité avec laquelle nous affrontons les tempêtes de la vie. Antoine n'a pas gagné seulement parce qu'il était milliardaire. Il a gagné parce que, même au plus profond de l'humiliation, il a refusé de laisser l'obscurité des autres éteindre sa propre lumière. Il s'est souvenu de qui il était, de ce qu'il a construit et surtout de l'amour qu'il a inspiré. Sa victoire n'a pas été l'achat d'une entreprise, mais la réaffirmation de son humanité. Cette histoire nous fait réfléchir. Combien de fois jugeons-nous un livre à sa couverture? Combien de fois permettons-nous que les préjugés, les nôtres ou ceux des autres, dictent la